j'ai sorti le costard. Et ceux qui étaient là à l'ancienne sur la chaîne le savent, quand je sors le costard, c'est pour parler boulot au Japon. Aujourd'hui, je vais vous raconter mes pires anecdotes de travail dans le pays. Donc sans plus attendre, on plonge dans le vif du sujet. Première anecdote, je venais d'arriver à Tokyo il y a 8 ans à peu près et je cherchais un petit job, un job étudiant, un baito comme on appelle ici. Et là, je tombe sur une annonce à première vue parfaite. C'était pour un job de coach de foot en anglais. En fait, c'était pour une académie sponsorisée par un international japonais pour les enfants qui voulaient apprendre ou en tout cas s'habituer à l'anglais tout en jouant au foot. Et moi, ayant un talent inné pour le ballon rond, je me suis dit que c'était parfait et que ça changeait un peu des petits jobs habituels. Et en plus de ça, la paye était très intéressante. On était sur du 3000 yens de l'heure, donc à l'époque à peu près 22-23 euros de l'heure, qui est franchement très raisonnable pour un job qui ne demandait pas vraiment d'expérience, à part le fait de savoir jouer plus ou moins au foot et de parler anglais. Donc je postule, ils me contactent par message, même pas d'entretien, et ils me prennent tout de suite à l'essai pour une après-midi de 3 heures. Je me dis bah vas-y, trop bien, on y va. On va se faire 9000 yens, donc à peu près 75 euros en une après-midi en jouant au foot, le rêve. J'y vais, ça se passe bien. Après, c'est quand même plus difficile que ce que je pensais parce que tu travailles quand même avec des enfants, donc il faut être vachement attentif. Mais bon, au-delà de ça, c'était pas non plus le travail le plus pénible au monde, on va dire. Et là, vous vous doutez bien qu'il y a anguille sous roche si j'en parle dans cette vidéo. Arrive le moment de se faire payer. Donc ça, c'était quelques jours après. Je leur demande comment ça se passe pour avoir la paye, donc ces fameux 9000 yens. Et là, ils me disent que, ah non, en fait, ce ne sera pas 9000 yens parce que chez nous, une heure, c'est pas une heure l'unité de temps, c'est une après-midi. Donc en fait, l'après-midi de 3 heures, 3 heures et demie à s'occuper des enfants, c'est payé 3000 yens, donc 1000 yens de l'heure, donc le SMIC en fait. Donc voilà, j'ai vite déchanté, c'était un peu trop beau pour être vrai. J'aurais pu continuer, mais honnêtement, le fait qu'il fasse une espèce d'entourloupe comme ça m'a un peu refroidi, donc j'ai préféré pas continuer. D'autant plus qu'ils ont mis un bon mois et demi à me payer les 3000 yens qu'ils me devaient, donc je pense qu'avec du recul, j'ai bien fait. Deuxième petite histoire, assez drôle avec du recul, mais sur le moment, j'ai cru péter un fusible. Alors, c'était dans mon premier, on va dire, entre guillemets, vrai emploi à Tokyo. Un emploi en CDI qui m'a permis d'avoir un visa de travail. C'était au tout début, peut-être le 3e mois, et on avait un énorme projet à finir pour un client le lundi. C'était vraiment le projet de l'année. En gros, si on remportait ce contrat-là, on était tranquille pour les 6 mois à venir. Donc évidemment, il y a des heures sup, les 10 jours, 2 semaines qui ont précédé la date butoir. On travaille également le samedi et le dimanche avant de rendre le projet le lundi matin. Le dimanche, on arrive à 10h au bureau. On est déjà fatigué de la veille. On a fait quoi 10 heures de taf la veille. Donc on arrive, on n'est pas super en forme, mais on se dit allez, pour l'effort, pour l'équipe, on y va. Et donc mes collègues directs et moi, on donne tout ce qu'on a, on bosse vite, on bosse bien. Et il y a forcément le stéréotype du manager qui fout rien, qui est là autour de nous, qui, à part nous déconcentrer, n'apporte absolument rien de concret au projet. Et c'est là qu'il a eu une idée, je vais dire quoi, elle est intéressante, pour détendre l'atmosphère, pour nous aider à nous déstresser, pour nous aider à nous relaxer. Il a sorti son téléphone avec une application qui fait des proutes. Un manager de 45-50 ans, quelqu'un censé être mûr, a sorti une application pour faire des proutes. Il y avait genre une base de données d'une centaine de proutes et il nous mettait le téléphone à l'oreille. Et il était mort de rire. Pour lui, c'était hilarant. Et on se regarde avec mes collègues et on ne sait pas quoi dire. On est partagé entre l'envie de lui mettre une énorme torgnole, les larmes qui commencent à couler parce que au final, la situation est quand même très comique. Et l'envie de rentrer chez soi, quoi, tout simplement. Du coup, c'était lui, c'était son approche du management. Je ne sais pas si ce sera inclus dans les livres de management à l'avenir. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une stratégie assez osée. Et à la tienne. Bon allez, 3e anecdote, là on rentre dans ce qui est un peu plus sombre. Donc ça c'était il y a 3-4 ans à peu près chez mon employeur actuel.
Donc c'est une entreprise d'immobilier commercial. Donc on vend, on gère des immeubles de bureaux, des commerces, des hôtels, etc. etc. Et on fait aussi du multifamily, en fait, des grands immeubles résidentiels qui accueillent des dizaines, des centaines de petits appartements. Là, j'étais en déplacement à Osaka pour un projet en particulier où j'avais une bonne quinzaine de résidences à visiter et à photographier. Donc j'y étais pour toute la semaine. On donne donc la liste des résidences et également la liste des appartements qui sont vacants. Normalement, quand un appartement est vacant comme ça, on n'a pas les clés, mais il y a un système de cadenas qui permet de récupérer les clés pour que les différentes entreprises immobilières y aient accès. Donc je fais ma petite tournée de la journée tranquillement, tout se passe bien, j'arrive à une des résidences et là je remarque que sur un des appartements que je dois visiter, il n'y a pas le cadenas sur la porte. Je me dis bon, écoute, ça arrive, hein. Et comme d'habitude, je ne frappe pas parce qu'il n'y a aucune raison de frapper vu que l'appartement est censé être vacant d'après le gestionnaire de la propriété qui nous donne accès au lieu en fait. Et là je rentre et je vois qu'il y a le loquet intérieur qui est mis sur la porte, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Et vous savez, le truc qui bloque l'ouverture depuis l'intérieur, la sécurité supplémentaire en fait. Et je me dis ouais, mais là c'est bizarre, si c'est verrouillé de l'intérieur, c'est qu'il y a quelqu'un dedans. Et j'ai pas le temps de faire demi-tour que la porte s'ouvre et c'est un monsieur tout nu qui m'accueille et qui me demande sur un ton même pas agressif mais plutôt curieux en fait, même pas gêné, pas agressif, ouais, vraiment ça, intrigué. Il me demande ce que je fais là. Donc j'essaye de trouver mes mots et tout. En plus il parle un japonais de Osaka, donc le Kansai-ben, qui est un dialecte que j'ai un peu de mal à comprendre. Donc j'essaye tant bien que mal de lui expliquer, mais je suis aussi super gêné, quoi. Enfin, t'as un queumé à poil devant toi, pas gêné de l'être, qui te demande ce que tu fous là en fait. Donc forcément il y a plein d'idées qui me traversent. Est-ce que je me suis trompé de logement, est-ce que le mec là y est de manière illégale, bref. Et bref, je m'excuse et tout, et je m'en vais. Il ferme la porte et là, 5-10 secondes plus tard, il la rouvre et il m'appelle de nouveau, quoi. Il me dit ouais, viens voir là et tout. Je dis bon, vas-y, on va voir, mais on essaye quand même d'éviter les ennuis, quoi. Et j'arrive à jeter un œil à l'intérieur du logement. Il y avait une seule chaise de PC, un bureau avec un PC et une caméra sur un trépied et des jambes de femme, probablement nues parce que le reste de cette personne était caché par le mur, quoi. Et je me demande encore aujourd'hui ce qui s'y passait, même si j'ai ma petite idée. Du coup, j'ai vu ça, j'ai coupé court à la conversation, je me suis barré, j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai appelé mes collègues qui sont allés voir directement avec le gestionnaire de la propriété qui lui nous a confirmé à nouveau que le logement était censé être vide. Donc, ma théorie, c'est que quelqu'un s'est introduit dans la propriété, peut-être parce qu'il savait qu'il y avait un logement vacant sans cadenas, ça je sais pas. Tout ça pour y tourner peut-être du contenu pour adultes. Donc avec du recul, c'était choquant mais pas traumatisant non plus. Mais je me dis, si c'était quelqu'un d'autre à ma place, parce que bon, ça fait pas plaisir de voir un zizi quand t'as pas envie d'en voir un, même si bon, quand tu traînes dans les onsen au Japon, t'es toujours un peu habitué. Quand t'as joué au foot, tout le monde se douche à poil, bon voilà, hein, on se comprend. Mais si ça avait été par exemple une de mes collègues jeune recrue après son diplôme, une fille de 22 ans qui arrive et qui voit ce mec de 40-45 ans à poil, je peux imaginer qu'elle soit traumatisée, quoi. Et peut-être même que ça parte en accident de travail ou en truc comme ça. Voilà, au final, plus de peur que de mal. Le gestionnaire de la propriété est allé sur les lieux et il n'y avait plus personne. Je pense que le mec a pris peur et a eu la bonne idée de déguerpir. Mais voilà, c'était une aventure que je prends aujourd'hui avec le sourire, mais sur le coup, c'était assez marquant. Et enfin, dernière anecdote qui ne m'est pas arrivée à moi directement, mais dont j'ai été témoin. Et elle vient confirmer le cliché de l'employé japonais qui travaille beaucoup et qui se fait surtout essorer par ses boss. Donc c'est l'histoire d'une ancienne collègue qui avait un boss pas très bienveillant, on va dire, qui l'a fait bosser un jour sur un projet jusqu'à 5 heures du matin le lendemain.
Donc je vous laisse imaginer l'état mental de la pauvre. Hein. Et nous autour, on était un peu choqués, mais voilà, personne n'ose dire grand chose parce que c'est un peu le big boss, le mec. Donc elle travaille jusqu'à 5h du matin et là, son boss, dans un élan de générosité, il lui dit demain, t'as qu'à prendre congé. Donc en fait, parce qu'elle a bossé 12 heures sup sur une journée, elle a le droit de prendre des congés payés qui seront donc décomptés. Il ne lui a pas offert la journée. Ok, première chose, le lendemain, 11h du matin, on a un meeting pour ce projet-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce mec, il appelle ma collègue, qui est censée être en congé, il l'appelle, il l'ajoute au meeting en ligne, et devant tout le monde, il lui demande pourquoi elle n'était pas là à l'heure, pourquoi elle n'était pas connectée à 11h. Et elle, jeune, très certainement intimidée, elle ne se défend pas et elle s'excuse. Et tu pouvais voir dans la salle que tout le monde était gêné par la situation. Et au final, je suis bien content qu'elle ait eu à vivre cette expérience en ligne uniquement et pas devant tout le monde au bureau, parce que c'était vraiment une humiliation, ni plus ni moins. Bon voilà, désolé de terminer sur une note un peu négative. J'espère que ces petites histoires vous ont quand même plu. Le monde du travail au Japon, on entend souvent parler comme quelque chose d'extravagant, quelque chose d'absurde, de loufoque. Au final, 90% du temps, c'est un peu comme en France, comme en Europe, mais c'est vrai qu'il se passe parfois 2-3 petites choses intéressantes. Merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt.